on a un problème avec l'argent, on a un problème avec la réussite. Par rapport à une mentalité plutôt anglo-saxonne, on ne sait pas dire combien on gagne, de combien on a besoin, qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Je rencontre trop de gens qui ne sont pas forcément sportifs ou sportifs élites, qui ont l'impression que les sportifs de haut niveau, c'est pépère quand même comme métier avec des gros guillemets, parce que en gros, ils font leur passion et puis ils attendent les pieds dans l'eau au bord de la piscine que les bifetons ils tombent, puis de temps en temps ils font des compètes, ils gagnent pas. De toute façon, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils gagnent, puis s'ils gagnent pas, ce sont des gens qui sont pas dignes d'être appréciés, donc on passe au sportif suivant. Non. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Ermanno Di Micheli, un adepte des sports d'endurance. Il est notamment connu pour son défi Agrippa en 2023, qui consistait à traverser la France en alternant course et nage. C'est également un serial podcaster, aujourd'hui animateur de Devenir triathlète et dans les vestiaires. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'élément qui l'a violemment frappé après le défi Agrippa. Comment Ermanno fait pour aider les sportifs de haut niveau à financer leur carrière, un défi majeur pour la plupart d'entre eux. Et pour finir, une anecdote émouvante sur quelque chose qui l'a beaucoup touché pendant son défi Agrippa. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Ermanno Di Micheli. Bonjour Ermanno, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci de m'inviter chez toi. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour démarrer, s'il te plaît ? Yes. Alors, écoute, la présentation que j'ai l'habitude de faire, jeune, entre guillemets, papa et mari. Papa, plus maintenant de 43, mais de 44 ans en 2024. 4 enfants, le premier à 25 ans et le dernier à 3 ans et demi, tous avec la même femme. Et puis, donc ça, c'est pour mettre en avant un peu la résilience sur le côté personnel. Sur le côté pro, je suis actuellement recruteur technique pour le cabinet ePlayer, qui est un cabinet dans lequel je suis associé avec mon ami d'enfance Grégory. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble sur la partie recrutement de profils plutôt techniques, mais aussi de profils sales. Et puis tous les deux, on s'est associés aussi dans la renaissance du projet de podcast Dans les vestiaires, où l'idée, l'essence même du podcast, c'est de pouvoir aider, accompagner les sportives et les sportifs de haut niveau pour savoir comment est-ce qu'on construit une carrière de sportif de haut niveau, construire non seulement sur l'aspect sportif, sur l'aspect physique, sur l'aspect entraînement, mais aussi et surtout sur l'aspect pécunier, parce que c'est pas à toi et à tes auditeurs que je vais l'apprendre, mais être sportif de haut niveau, ça représente beaucoup de challenges, et notamment sur le financement d'une carrière de sportif de haut niveau qui est plus ou moins aisée suivant le sport que l'on pratique. Et souvent, on choisit sans choisir, hein. On se retrouve dans un sport que l'on apprécie et que l'on a choisi pas par défaut, mais par amour. Et il y a des sports qui sont beaucoup plus rémunérateurs que d'autres. Malgré tout, ils sont tous et toutes drivés par la passion. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait avec le podcast Dans les vestiaires. Ça marche. Mais écoute, avant de développer cette partie-là, j'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Quelle est ton histoire avec le sport et qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui ? Alors, mon histoire avec le sport, écoute, je l'ai dit, je suis plus tout jeune. J'ai passé la barre des 40, mais pas encore celle des 50. J'ai commencé le sport, en fait, assez jeune. Je devais avoir 4-5 ans, par ce que j'appelle le judo garderie. Oui, le judo garderie, c'est une dérivée du judo. En gros, c'est là où les parents te mettent le mercredi pour t'occuper le mercredi après-midi quand papa et maman travaillent. Et pour moi, c'était vraiment ça. C'était vraiment de la garderie, parce que j'ai pas véritablement réussi, quand je pratiquais le judo, à capter l'essence même de ce sport, et donc à m'y sentir bien et à m'éclater. Malgré tout, il y a une chose à laquelle j'ai tout de suite adhéré, ce sont les valeurs de ce sport, notamment les valeurs de respect, les valeurs d'entraide et autres, mais ça il pourra y revenir. Et puis ça vient un petit peu justement résonner avec le projet Dans les vestiaires. Donc voilà comment j'ai commencé le sport. J'ai pratiqué le judo pendant une dizaine d'années, sans progresser véritablement, comme je le dis, parce que je me sentais pas forcément bien dans ce sport. Et puis après, j'ai fait un petit peu de natation, de temps en temps avec les copains. Et puis je me souviens qu'avec ma maman, on a fait un petit peu les brocantes et on a trouvé un vieux vélo Peugeot en acier. Et puis je lui ai demandé de me l'acheter. Alors à l'époque, ça coûtait 100 francs. Voilà, 100 francs. Je parle encore d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaître. Et puis, j'ai commencé à m'éclater, à retaper un peu le vélo, à le repeindre et à faire un petit peu du vélo, sur les hauteurs de Rouen, en Normandie, là où j'habitais. Et il s'avère que
copain Grégory, dont je parlais tout à l'heure, habitait sur les hauteurs de Rouen, et moi j'étais plutôt dans le centre-ville. Et à chaque fois que j'allais le voir, j'avais une quinzaine de kilomètres à faire, et à chaque fois ça montait. Donc pour aller le voir, il fallait que je sois dans l'effort, et puis pour rentrer à la maison, je me laissais descendre. Et c'est un peu ce qui a commencé à réveiller chez moi ce plaisir de l'effort. Je n'irai pas jusqu'à la souffrance, mais ce plaisir de l'effort, et comprendre justement ce que c'était que l'effort, ce que je ne retrouvais pas dans le judo à l'époque. Et puis je me souviens d'un samedi après-midi où Greg et moi, on a été à la piscine. On avait 16 ans, hein, c'est l'époque où Internet n'existait pas encore, et on voyait une affiche sur le mur de la piscine pour le triathlon de Rouen. À l'époque, en 96, on s'est demandé ce que c'était que le triathlon. Puis on a vu qu'il y avait sur l'affiche quelqu'un qui nageait, quelqu'un qui faisait du vélo, puis quelqu'un qui courait. Et puis on s'est dit, mais si on essayait, c'est trop cool, on nage un peu, je fais un peu de vélo, courir, bon, on sait tous à peu près, hein, à 16 ans, on est passé à l'étape d'après, le cross du collège. Et puis on s'est dit, allez, on s'inscrit. Donc on s'est inscrit. Pour la petite histoire, il n'a jamais fait le triathlon avec moi, Greg. Par contre, moi, je l'ai fait. Et c'est là que j'ai chopé le virus et que j'ai pris vraiment énormément, extrêmement de plaisir dans le triathlon. Et c'est là qu'a commencé ma deuxième vie de sportif. Donc j'ai pratiqué le triathlon à un niveau amateur, voilà, plutôt top du milieu du classement. Donc en gros, voilà, comme tout le monde, comme sportif du dimanche. Et puis la vie m'ayant amené à diverses choses, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, on a eu des enfants, je me suis mis à fond dans le boulot, dans la finance, et puis je continuais toujours à pratiquer un petit peu en pointillé, jusqu'à ce que après quelques années d'expatriation au Luxembourg, je rencontre celui qui était le coach du club de triathlon local, et qu'on se fixe des objectifs. Et en l'occurrence, moi, mon objectif, c'était de participer à des triathlons longue distance, des triathlons Ironman, et d'aller jusqu'à la qualification pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Oui, parce que pour les connaisseurs, maintenant, c'est plus que Hawaï, les championnats du monde, c'est une année sur deux, Hawaï et Nice, mais voilà, on va pas rentrer dans le débat. Et ça, c'était le plan en 2010. Il s'avère que j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai dû déclarer forfait une semaine avant de faire mon premier triathlon Ironman, et donc d'aller tenter ma première qualif. Une petite traversée du désert après pendant quelques années, notamment eu égard à mes problèmes de santé. Et puis 2020, le Covid arrive, prise de conscience ou crise de la quarantaine, tu l'entends comme tu veux, et je me suis lancé dans l'idée d'un gros défi sportif qui m'a amené l'année dernière à réaliser ce défi pendant la fin du printemps, au tout début de l'été, et me voilà là maintenant, sportif, heureux, accompli, en ayant appris et découvert beaucoup plus sur moi, sur l'aspect sportif, mais pas que, aussi sur l'aspect mental et sur plein d'autres choses. Voilà pour ma petite histoire sportive. Ok. Quels ont été un petit peu les événements les plus marquants, on va dire, pendant toutes ces années, les choses qui te sont le plus restées en mémoire sur tous ces différentes courses, ces différents défis? Je te l'ai dit, la première vraiment qui m'a marqué, c'est le judo et le fait que j'arrivais pas à accrocher à ce sport. Ok. Et j'insiste là-dessus parce que depuis la rentrée de septembre, mon petit bonhomme de 3 ans et demi maintenant, mais 3 ans à l'époque, a voulu faire du sport, et il a demandé du judo. Ça tombe bien parce que là où j'habite, il y a que le judo qui prend à partir de 3 ans. Et je l'ai accompagné. Et puis, il s'avère que dans le club où il est, eh bien, le maître, le sensei, me dit, tiens, aujourd'hui on est mercredi pour les gamins, mais le lundi et le vendredi, les parents sont invités à venir sur le tatami. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une licence, vous pouvez venir, et puis c'est une séance mélangée avec les petits, les moyens, les grands, les adultes, les vieux, dont je fais partie. Et puis, vous apprenez le judo ou vous repratiquez. Ah, c'est génial, j'en ai fait il y a 30 ans, j'avais une ceinture bleue. Et là, je remonte sur le tatami et je redécouvre ce que je n'avais pas compris, ce que je n'avais pas découvert quand j'étais gamin. Donc ça, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué, c'est le judo et le fait que j'arrivais pas à accrocher à ce sport. Et puis après, c'est les différentes étapes, notamment la découverte du triathlon, notamment des moments très forts dans le triathlon, quelques courses que j'ai gagnées, quelques courses locales, quelques courses amateurs, cette idée d'essayer de me qualifier pour les championnats du monde à Hawaï, les problèmes de santé qui m'en ont empêché, et puis vraiment le gros point d'orgue, ça a été mon défi l'été dernier, où je te le dis, là, ça a vraiment été quelque chose de très marquant parce que je suis allé au bout, en fait. Beaucoup de gens, beaucoup de proches n'y croyaient pas. Ils disaient, mais t'es complètement malade, pourquoi tu fais ça? Tu vas jamais y arriver. Et puis pourquoi tu fais ça? Puis de toute façon, tu n'y arriveras pas. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que. et je ne sais pas si c'est que ces réflexions ou ce manque de soutien ou ce manque de confiance en moi projeté par les autres qui m'a fait aller au bout. Mais en tout cas, je suis allé au bout, et même plus que bien. Donc voilà, sur les choses qui m'ont marqué, qui finalement ont façonné ma vie de sportif jusqu'à maintenant.
OK. Je serais curieuse de savoir quelques mois plus tard justement, après avoir réalisé ce défi, qu'est-ce qui te reste le plus en mémoire? C'est quoi les peut-être les choses que tu avais pas forcément, juste après le défi, tu avais pas encore, peut-être le recul et aujourd'hui, que tu réalises, maintenant? Waouh! Alors la première chose à laquelle je m'attendais, mais qui m'a véritablement, frappé de plein fouet, encore plus violemment que ce que j'imaginais, c'est, le défi, le post-objectif, le post-compétition. On parle souvent du blues du marathonien ou de la déprime du sportif de haut niveau. Je me sentais pas là-dedans parce que franchement, j'ai pas la légitimité de me considérer comme un sportif de haut niveau. Mais, voilà, je savais que ce serait un peu dur, mais je m'imaginais pas que je me prendrais, non pas un mur, mais un immeuble sur la tronche, tellement c'est difficile. D'un point de vue mental, déjà, et puis surtout d'un point de vue physique, la décompensation complète du corps, alors que tu lui as demandé, des choses énormissimes et qui t'a accompagné et que, bah, du jour au lendemain, quasiment, tu t'arrêtes. Alors ça a été aussi là mon erreur, c'est que je me suis arrêté du jour au lendemain. J'aurais peut-être, dû décroître, progressivement. C'est ce que j'avais prévu d'ailleurs, mais c'est ce que je n'ai pas pu faire d'un point de vue, logistique. Donc, s'arrêter brutalement et puis après, voir le corps qui décompense, sentir le corps qui décompense, ça c'était violent. Donc ça, c'est la première chose que je retiens de ce défi, c'est que, bah, tu as beau préparer tout ce que tu veux, il faut préparer l'après. L'après-défi, l'après-compétition, l'après-carrière, la reconversion, ce genre de choses. Et le préparer presque autant, voire même plus que la préparation physique, la préparation d'avant, en elle-même. Je retiens aussi que ce défi, je le faisais pour, une chose en particulier, c'était de découvrir mes limites et de les dépasser. Heu et au final, j'ai pas eu l'impression physiquement d'avoir dépassé mes limites, mais je me rends compte que mentalement, j'en ai atteint certaines et je les ai, littéralement, éclatées. Et puis après tu tires, plein d'enseignements de tout ça, j'ai mis du temps à me rendre compte, mais c'est vrai que j'ai des proches souvent qui me rappellent, «Mais attends, mais tu as réussi à faire ça? Tu as réussi à traverser la France en courant et en nageant?» Ça, c'est ce petit, milestone là que tu dois traverser, que tu dois atteindre ou cette petite galère que tu rencontres, mais c'est rien par rapport à ce que tu as fait. Et c'est vrai, je commence à le réaliser et je commence véritablement à le mettre en pratique. OK. C'est marrant, du coup, quand tu termines simplement ce défi, hem, est-ce que c'est quelque chose que tu normalises presque? Enfin, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que tu te prépares pour ça, que tu sais que ça va arriver. Est-ce que tu arrives à te dire au final: «Bon, bah, c'est juste ça»? Est-ce que tu prends vraiment conscience de l'ampleur de ce que tu es en train de réaliser à ce moment-là? Bah, écoute, je t'ai découverte grâce, notamment à Nicolas Guilleneuf, du LTP que tu as reçu sur ton podcast et c'est vrai que ça fait, quelque temps que j'écoute, je soutiens Nico, qui est un pote, je crois qu'on peut le dire et puis qui a réussi à monter une belle communauté de pratiquants et en particulier de trailers, hem et on échange souvent, avec cette communauté-là et notamment pendant mon défi, j'échangeais beaucoup. On utilise une appli qui s'appelle Cappuccino où on peut laisser des petits, messages vocaux et donc c'est de la synchro c'est pas de la synchrone, c'est du désynchronisé. Tu laisses un message aujourd'hui et tu peux les autres peuvent l'écouter le lendemain, réagir dessus. Donc ce qui fait qu'entre le moment où tu dis quelque chose et le moment où quelqu'un va réagir, peut se passer, 24 à 48 heures et hem et pendant tout le défi, ma petite routine du matin, c'était, d'écouter ce qui s'était dit la veille, dans ce groupe, audio et puis, moi de réagir et de laisser mes petits messages et c'est vrai que, j'avais tendance à dire: «Mais en fait, moi, je suis qu'un coureur du dimanche» parce que, bah, je me suis préparé. Ce défi, je l'ai construit pendant un peu plus de 2 ans parce que, j'ai eu entre-temps une fracture de fatigue, donc j'ai décalé d'1 an le départ du défi. Mais, je l'ai préparé pendant presque plus de 2 ans. J'y ai pensé pendant plus de 2 ans. Je l'ai préparé d'un point de vue, entraînement physique, mental, alimentation, hygiène de vie, pendant 9 mois véritablement. C'était une grossesse. J'ai accouché de ce défi, heu, mais ça me semblait, ouais, normal. J'avais normalisé ça, parce que, bah, si moi j'y arrive, en fait, tout le monde peut y arriver et il suffisait juste de courir et puis de temps en temps de faire des séances de prep mentale et puis de faire attention à ce que je mange et puis pas de boire d'alcool. Voilà, c'est normal, en fait et c'est que vraiment maintenant, plusieurs mois, presque 1 an après, que je commence à réaliser effectivement l'ampleur, de ce que j'ai pu réaliser. Je l'ai pas fait tout seul, j'ai été accompagné, il y avait un staff, j'avais des amis qui m'ont accompagné sur la partie, encore une fois, prep mentale, hygiène de vie, préparation physique parce que j'avais un entraîneur qui m'accompagnait là-dessus. Pendant tout le défi, cet entraîneur, avait un van et il faisait des sauts de puce tous les 10-15 kilomètres pour, me donner les ravitaillements, et cetera. Donc c'était pas, une traversée de la France, en full autonomie, mais c'est quand même un truc, énorme et c'est maintenant que je commence à le réaliser grâce notamment, bah, à tous les échanges que j'ai pu avoir depuis.
OK. Et au-delà de juste ce défi-là, qu'est-ce que les sports d'endurance t'apportent, on va dire dans ta vie de tous les jours? Quels enseignements tu tires au global de cette pratique-là? Ça m'apporte beaucoup de plénitude, ça m'apporte beaucoup de réflexion aussi. Clairement, quand je mets les baskets et que je vais courir, j'écoute beaucoup de podcasts. Ça me permet de réfléchir, de réagir. C'est le problème du podcast, c'est que tu réagis tout seul, en fait. Des moments, tu te marres, les gens doivent courir et puis éclater de rire. Bah ouais, et puis des moments, ça te donne des idées aussi. Donc j'ai toujours le téléphone sous la main pour le sortir et prendre quelques notes, écrites ou vocales et puis a avancer sur les différentes problématiques que je rencontre. Et puis, donc ça m'apporte cet instant de réflexion, cet instant où je suis, très souvent, seul avec moi-même et éventuellement avec, les podcasts que j'écoute. Et puis, c'est une pause, quoi. C'est une pause dans ces journées, folles, que l'on rencontre et ouais, c'est déjà pas mal. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu as, d'autres objectifs en vue? J'ai d'autres objectifs. Je m'en suis un peu ouvert, dans certains échanges. Je suis en train de les revoir, les maturer, mais j'aime beaucoup courir longtemps, sur des parcours qui peuvent paraître, hors du commun, c'est-à-dire que souvent et encore une fois quand j'échange avec la communauté du LTP, courir, dans les montagnes, faire du trail, c'est magnifique. En même temps, ça change, le parcours change, les paysages changent, ce genre de choses. Moi, je préfère, du parcours, très monotone, très plat, de la route, de la grande ligne droite, parce que c'est justement là aussi que rentre énormément en jeu, le mental. Donc, voilà, c'est des projets qui tournent autour de ça. Enfin, un projet en particulier, peut-être d'ici 2030, on verra. J'ai encore le temps de le maturer et de le mettre sur pied. OK. Donc tu es également animateur de podcasts, donc Devenir, Yes. triathlète et Dans les vestiaires. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, sont nés ces 2 projets-là, en commençant peut-être par le 1er, Devenir triathlète? Ouais, alors j'anime ces 2 podcasts-là, mais j'en ai animé plein d'autres avant. Je podcast depuis 2014, donc ça fait 10 ans. Ça nous rajeunit pas tout ça. Sur devenir triathlète, c'était assez simple. J'ai fait la rencontre dans le cadre de la préparation de mon défi, avec Olivier de Scooter, qui lançait une marque de textile, technique de triathlon. Super belle marque, plutôt high level, plutôt, luxe pour le triathlon, avec, des tenues de superbe qualité et puis, magnifiques à voir aussi. Et donc on a échangé un petit peu sur le lancement de sa marque et puis je lui ai dit: «Écoute, moi ça fait longtemps que je podcast et je suis persuadé, je crois beaucoup en ce média qu'est le podcast». Déjà parce que c'est un média froid, donc les gens qui l'écoutent font en général la démarche d'aller écouter un podcast, et c'est pas, juste mettre les infos ou mettre une émission ou mettre une vidéo YouTube comme ça vite fait et puis, 1/2 heure après l'oublier. L'autre intérêt du podcast, c'est que ça s'écoute à la volée et quand on veut, on peut, commencer un podcast pendant qu'on est, en train de faire la cuisine pendant 10 minutes et puis si c'est un podcast qui dure 3 heures, le relancer après, quand on fait le ménage, le relancer après quand on va courir, le relancer, un petit peu plus tard quand on a un petit peu de temps. Donc là aussi, c'est vraiment une démarche, intentionnelle de l'auditrice ou de l'auditeur. Et puis, souvent, le podcast, ça s'écoute avec des écouteurs. Et donc, j'aime bien cette image que quand on fait du podcast, on rentre dans la tête de notre audience, au sens noble du terme. Donc, je lui ai dit, pour lancer ta marque, moi, je te conseillerais de lancer un podcast. Et si tu veux, on se fait un petit truc, un petit challenge, 5 minutes par jour, tous les deux, un peu en mode interview, mais voire même en co-animation. Je t'interviewe sur qu'est-ce que c'est que de lancer une marque, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elle apporte ta marque par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'est né un peu le podcast qui à l'époque s'appelait Ohana Triathlon. Voilà, d'où le nom de la marque que lançait Olivier. Et puis très rapidement, on a fait donc des épisodes quotidiens comme ça, 5 minutes par jour pendant plusieurs semaines. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais on a fait le tour là sur l'histoire de la marque et sur l'histoire du triathlon. Si on commençait à avoir des invités, on a commencé à regarder un petit peu nos carnets d'adresses. D'ailleurs, si tu veux acheter un œil sur les premiers épisodes, tu devrais retrouver quelques noms que, que tu connais, et notamment un que tu as déjà eu, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on est monté un petit peu plus sur les invités. On a commencé à taper véritablement sur des spécialistes du triathlon, sur des élites du triathlon, sur des gens qui font le triathlon. En parallèle, Olivier avait un projet d'écriture de livres à plusieurs. Ce livre, on l'a appelé Devenir triathlète. Et l'idée, c'est de revenir sur les différents pans de comment est-ce qu'on devient triathlète, sur l'aspect matériel, sur l'aspect préparation mentale, sur l'aspect prévention des blessures, sur l'aspect alimentation, sur l'aspect gestion du temps, etc. Donc on était 7 à écrire ce bouquin-là, à co-écrire ce bouquin, et on en a fait un petit peu une marque, le livre.
et le podcast Devenir triathlète. C'est un peu comme ça qu'est né le podcast à partir de novembre 2020. Et puis, on a continué à se prendre au jeu, à s'éclater, à s'amuser et à inviter de plus en plus de gens. Donc maintenant, on est sur un format hebdomadaire, 1 heure et demie, 2 heures d'épisode, une fois par semaine. Et puis on continue. Olivier sort du projet parce que lui, il est appelé à d'autres projets, d'autres fonctions et notamment des projets entrepreneuriaux. Mais moi, je continue à m'éclater et voilà. J'espère qu'on va continuer encore à s'amuser et à inspirer les gens pour devenir triathlète, progresser et performer en triathlon. Ok. Voilà le premier projet. Et puis le deuxième, j'en parlais tout à l'heure, c'est dans les vestiaires. C'est un podcast que j'ai lancé début 2020 parce que j'avais déjà eu la chance d'échanger avec pas mal de sportives et de sportifs de haut niveau. J'en connais quelques-uns qui font partie de mes proches aussi. Et véritablement, ce problème pour financer une carrière m'avait choqué. Je trouve difficile et même inadmissible que dans un pays comme la France, on ait du mal à supporter nos athlètes au sens sportif et pas que au sens pratiquant de l'athlétisme, alors que ce sont des gens qui non seulement ont un très beau projet, et souvent c'est un double ou un triple projet entre le sport, les études, le boulot, le volontariat, etc. Sont animés par une chose, c'est porter les couleurs du drapeau. C'est pas uniquement égocentrique pour se mettre sur le devant de la scène et monter sur la plus haute marche du podium. Donc voilà, je voulais être un petit peu le colibri, je voulais jouer mon rôle et essayer de les aider à être présents médiatiquement et à trouver des moyens de financer leur carrière. Donc on a lancé ça en 2020, enfin j'ai lancé ça en 2020 tout seul. J'ai laissé un peu en pause le temps de la préparation de mon défi. Et puis, une fois que j'avais terminé mon défi, mon pote Greg est venu vers moi et m'a dit, écoute, ton podcast, là on est à 1 an des Jeux Olympiques, il faut qu'on le relance, il faut qu'on aide le maximum de gens. On a plein d'idées, donc allons-y. Et là on est en train de faire quelque chose qui va au-delà du podcast. Bien sûr, le podcast comme média pour donner la parole à ces sportives et ces sportifs de haut niveau. Et pas que. Et puis, on a aussi d'autres projets, comme par exemple créer des structures pour pouvoir aider, accompagner des sportifs pour les prochains Jeux Olympiques, qu'on parle de Milan pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver ou Los Angeles pour les prochains Jeux Olympiques d'été, voire même 2030 pour l'édition suivante des Jeux Olympiques d'hiver. Et l'idée, ce serait de pouvoir leur fournir une bourse à une cinquantaine, une centaine de sportives ou de sportifs pour que ils annihilent cette charge mentale de se dire c'est bien le sport, mais comment je vis et comment je vais m'en sortir et comment je vais aller au bout de mon projet sportif qui est de devenir champion ou championne olympique. Ok. Pourquoi, selon toi, c'est aussi difficile pour les athlètes de haut niveau de vivre de leur sport? Vaste question et plutôt question politique. Je pense que en France, on n'est pas forcément capé pour ça. Déjà, il y a un problème, mais ça, je l'apprends à personne et ça n'a pas forcément de lien avec le sport, mais on a un problème avec l'argent, on a un problème avec la réussite. Je suis français, je crache pas dans la soupe, mais c'est vrai que par rapport à une mentalité plutôt anglo-saxonne, on ne sait pas dire combien on gagne, de combien on a besoin, qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Et en fait, c'est pas malsain de gagner de l'argent. Je rencontre trop de gens qui sont pas forcément sportifs ou qui sont pas forcément des sportifs élites, qui ont l'impression que les sportifs de haut niveau, c'est pépère quand même comme métier avec des gros guillemets parce que en gros ils font leur passion et puis ils attendent les pieds dans l'eau au bord de la piscine que les bifetons ils tombent, puis de temps en temps ils font des compètes, ils gagnent pas. De toute façon, ce qu'on attend d'eux c'est qu'ils gagnent, puis s'ils gagnent pas, en fait, je vais pas dire de grossièreté, mais voilà, ce sont des gens qui sont pas dignes d'être appréciés, donc on passe au sportif suivant. Non, c'est pas ça la vie de sportif de haut niveau. La vie de sportif de haut niveau, c'est déjà beaucoup d'années de pratique avant pour découvrir et se découvrir dans un sport. C'est beaucoup d'années de pratique pour progresser aussi. C'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience, beaucoup de sacrifices, parce que quand on est sportif de haut niveau, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, ça veut dire pas la petite bière du samedi soir, pas la soirée avec les potes, pas se coucher tard, faire attention à l'alimentation. Parfois, il y en a, c'est même très poussé. Si on prend des sports de combat où il y a des histoires de régime pour être dans la catégorie de poids qu'on a cherché, on millimètre tout sur l'alimentation. D'autres sports, si on prend le trail pour l'outdoor, la grosse discussion depuis quelques temps, c'est combien de grammes de glucides tu prends. Donc quand on en est à mesurer, moi il me faut 120 grammes de glucides par heure, ok, sur une course de 12 heures. Alors déjà, est-ce que je vais l'assimiler ou pas? Donc c'est beaucoup de
temps d'entraînement pour essayer d'assimiler toutes ces quantités-là. Et puis après, pendant la course, pendant la compétition, il y a le focus sur la course, mais il y a aussi le focus sur tous les à côté, l'alimentation, la nutrition, l'hydratation, etc. Donc voilà, la vie de sportif de haut niveau, ce n'est pas que attendre de faire des victoires, de monter sur le podium et puis d'attendre que les bifetons y tombent. Et puis il y a cet aspect dont on parle, hein, effectivement, c'est comment est-ce qu'on finance cette carrière. Et encore une fois, pour répondre à ta question, je pense qu'on a un problème avec l'argent en France. Et donc, quand on est sportif de haut niveau, si on n'a pas la chance d'être accompagné par une structure, et il y en a des structures qui accompagnent les sportifs pour ça, il faut aller à la recherche de partenaires, de sponsors. Mais on n'est pas non plus formé sur comment est-ce qu'on va chercher des partenaires, des sponsors. Donc, on apprend soi-même. Je ne dis pas qu'il faut toujours être formé, hein, pour apprendre les choses, mais la courbe d'apprentissage quand on doit apprendre par soi-même, elle est beaucoup plus longue que quand on est accompagné. Et une carrière de sportif de haut niveau, c'est entre 15 et parfois 30 ans. Donc sur 15 ans, il faut être accompagné, avoir de l'argent, performer, transformer l'essai et penser à sa reconversion. Parce qu'il faut le dire aussi, quand on est sportif de haut niveau et qu'on n'a pas de travail, entendons-nous bien, le sport de haut niveau est un travail, mais quand on n'a pas de travail au sens commun du terme, eh bien, il faut aussi penser à sa retraite. Parce que oui, quand on a 25 ans, qu'on est champion olympique, on n'y pense pas. Bah si, ils y pensent. Parce que simplement, quand toi, à 25 ans, tu sors d'études, et quand tu arrives à l'âge de la retraite, tu peux racheter tes années d'études. Quand tu es sportif de niveau et qu'à 25 ans, tu commences ta deuxième vie où tu vas commencer à aller travailler en tant que junior dans une boîte, et bah, tu commences tout à zéro et ta retraite, elle commence à compter qu'à partir de 25 ans si tu n'as pas déjà préparé tout ça avant. Donc voilà, je pense que on a un problème pour financer les sportives et les sportifs de haut niveau, en tout cas en France, parce que il y a beaucoup de tabous et il y a cette idée reçue que être sportif, et ben, finalement, c'est profiter de la vie. Ah bah, je te remercie de de nous partager ça. Je pense que c'est important de faire passer ce message-là. Toi, du coup, c'est quoi un petit peu les pistes de réflexion que tu aurais pour aider ces personnes-là? Bah, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sociétés ou beaucoup d'organismes, publics ou même, caritatifs qui ont déjà réfléchi. Alors quand on pense aux sportifs de haut niveau, il y a des choses qui sautent tout de suite aux yeux. Bon, déjà, il y a les fameuses collectes, les collectes Litchi ou autres. Nous, on met ça aussi en place sur le podcast, pour les sportives et les sportifs qui cherchent à lever des fonds pour financer leur carrière. On leur fait un mini site avec une collecte et puis, ceux qui veulent venir donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000, 1 million d'euros, bah, vous êtes les bienvenus. On prend aucune commission. La seule commission qu'on prend, bah, c'est la commission que la banque nous impose. Donc en gros, c'est 1%. Donc tu viens filer 50 euros, la banque elle garde 90 centimes et puis nous on rembourse, enfin on reverse tout le reste aux sportifs et aux sportifs. Ça c'est la première piste qui est la plus connue et presque la plus simple à mettre en place. Après, il y a des systèmes de mécénat, de sponsoring, qui sont un peu plus complexes à mettre en place, mais qui permettent aussi aux donateurs d'avoir des réductions fiscales. Donc en gros, quelqu'un qui va donner 100 euros peut avoir jusqu'à 75% de déduction d'impôts, donc jusqu'à 75 euros de déduite de ses impôts. Alors, dit comme ça paraît pas énorme. Bah ouais, mais en fait, si tu veux donner 100 euros, bah, tu donnes pas 100, tu donnes 200 parce que l'équivalent de ce que tu as donné, tu vas en avoir une partie qui va être déduite de tes impôts. Et puis après, il y a aussi des moyens de faire, entre guillemets, «travailler» les sportifs, pour leur faire gagner de l'argent. On pense souvent parfois aux conférenciers, ces sportifs qui, pendant leur carrière ou même, à l'orée de la fin de leur carrière ou en reconversion, deviennent des, conférencières, conférenciers, consultants de matchs ou d'événements sportifs hors pair. Ça aussi, c'est un moyen de gagner de l'argent et alors c'est quelque chose sur lequel on se positionne pas pour l'instant parce que nous, ce qu'on veut, c'est, essayer de diminuer la charge mentale des sportifs sur le fait de comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Donc on ne veut pas leur rajouter encore des missions, leur dire ah, vas-y, tu vas faire une conférence, un quart d'heure, et puis nous, on va vendre ça 5 000 euros, et puis tu vas en récupérer 4 000. Ouais, mais en fait, une conférence que tu donnes pendant un quart d'heure, ça demande des semaines, des mois de travail. Il faut écrire la conférence, il faut la tester, il faut s'en imprégner, il faut la vivre, et tout le monde n'est pas un orateur hors pair. On peut être un bon conférencier sans être un orateur hors pair. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on ne veut pas aller. Et puis, bah, il y a l'autre possibilité dont je te parlais aussi tout à l'heure, c'est essayer de nous positionner comme une société ou un fonds de dotation qui va lever des fonds et qui vont être redistribués à ces sportifs sous forme de bourse pour pouvoir les accompagner dans leurs projets sportifs. OK. Juste un mot sur le sponsoring. Est-ce que selon toi, il y a des manières, comment dire? Des méthodes que l'athlète pourrait mettre en place pour, mettre toutes les chances de son côté?
pour obtenir des contrats? Tu parlais tout à l'heure que ça demandait de se former, sur pas mal de sujets. Si l'athlète veut aller, sur cette voie-là, comment est-ce qu'il pourrait faire concrètement? Écoute, il y a un truc qu'on remarque de plus en plus, c'est que, ceux qui ont le plus gros sponsoring ou qui sont le plus accompagnés d'un point de vue financier, sont pas forcément les plus performants. Alors forcément, ils sont souvent dans le haut du panier, mais c'est pas forcément les plus performants. Par contre, là où ils excellent, là où ils performent, c'est sur la communication et je pense que la le premier axe sur lequel ils peuvent travailler là, maintenant, tout de suite, c'est, savoir comprendre comment, communiquer, comment faire passer des messages, comment parler d'eux et comment partager ce que eux ils ont appris, acquis, ce que le sport leur permet de faire et ce qu'ils ont à transmettre, en fait. Heu donc je pense que le premier axe, c'est la communication. Bah, soit on est un communicant hors pair, soit on ne l'est pas et on apprend à le devenir. Il y a tout un tas de formations, et notamment, certains acteurs spécialisés dans le sport qui font ça très bien. Peut-être pas forcément les reciter, mais voilà, je pense à certains. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent le savoir, bah, vous avez qu'à nous contacter, me contacter, je me ferai un plaisir de de vous mettre en relation. Hem et puis après, il y a apprendre aussi, pas forcément à prendre la parole en public, mais apprendre à prendre la parole pour aller au contact des partenaires, des sponsors potentiels. Ça peut être le boulanger du coin, ça peut être le boucher du coin, ça peut être, l'entreprise, industrielle, à côté de chez soi. Bah, il y a des choses à faire, à savoir, on va pas forcément sonner comme ça, dire: «Eh salut, salut, je suis sportif de haut niveau, je cherche du pognon». Non, il y a des façons d'approcher, les gens et c'est pas forcément donné à tout le monde, hein, et notamment quand on est sportif, ou sportif de haut niveau, bah, on est parfois dans son monde, la tête dans le guidon. Il faut savoir relever la tête pour savoir, aller, prendre la parole, échanger. Dans cet axe aussi de prise de parole, d'échange, bah, il y a les conférences ou les meet-up ou les rencontres entre sportifs ou entre entreprises. Aller à la rencontre des gens parce que, bah, comme un entrepreneur, qui crée sa boîte, en solo, la boîte, elle va pas se développer toute seule quand tu restes dans ton salon. Un sportif, il va avoir du mal à aller chercher des partenaires ou des sponsors, à lever des fonds, s'il passe, 90 de son temps à s'entraîner et le reste, à s'occuper de son alimentation et de son hygiène de vie et puis, ce qui reste derrière, à dormir. Voire, les compétitions. Donc je pense qu'il y a tous ces axes-là pour pouvoir, pour acquérir là, tout de suite, maintenant, les 1 actions rapides qu'on peut mettre en place. Sortir, aller voir des gens, échanger. Quand on parle de sport outdoor, forcément, moi, je pense tout de suite à la course à pied, au trail. Ne pas hésiter, ne pas avoir peur d'échanger avec les autres, les gens qu'on croise. Moi, je suis arrivé, dans la région de Castres, il y a presque 2 ans. Le nombre de gens que je croise quand je cours, alors ça étonne parfois, mais bah, voilà, je me mets au niveau. Alors soit la personne est plus rapide, soit la personne est plus lente, soit on se croise, on va en sens inverse. Je fais demi-tour, je me mets à côté, puis je discute 5 minutes. Tiens, salut, tu fais quoi? C'est quoi ton programme du jour? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes prochaines compétitions? Bon, bah écoute, enchanté, moi c'est Armano. Allez, je te laisse, je vais finir mon entraînement. Si tu veux, on échange nos numéros et puis la prochaine fois qu'on va courir, on se tient au courant et puis c'est l'occasion de se rencontrer. Voilà, ça c'est un moyen aussi de nouer le contact. Je parle de course à pied ou de trail, ça peut être pareil. Alors, en aviron, par exemple, c'est quand même rare que tu croises d'autres avirons et que tu aies le temps de discuter, mais voilà, sur la plage, c'est possible et après avoir noué ce premier contact, je pense que c'est plus facile aussi de dire: «Ben, voilà, dans mon projet, là, en ce moment, je suis un peu à bout de souffle, je cherche, les X, centaines ou X milliers d'euros qui me manquent pour aller, vers la prochaine étape qui m'emmènera, à mon projet olympique. Est-ce que tu connais pas quelqu'un qui pourrait m'aider ou est-ce que toi, tu pourrais pas m'aider?» Une fois que le contact est noué, je pense que c'est plus facile. OK. Ah, Je c'est sais pas si ça intéressant. répond à ta question. Si, si, ouais, très bien. Pour revenir un petit peu sur, donc du coup ta solution à toi, ta manière à toi de faire ta part, comment est-ce que tu choisis un petit peu les invités, que tu reçois sur ton podcast et du coup les athlètes que tu souhaites un peu mettre en avant? C'est très opportuniste. Je suis pas mal sur les réseaux. Je l'ai dit, je suis recruteur technique par ailleurs, donc LinkedIn, c'est mon meilleur ami en ce moment, mais pas que. Donc voilà, il y a de plus en plus de sportives et de sportifs qui se mettent à LinkedIn. Je préfère LinkedIn à Insta parce qu'il y a quand même un peu moins de bruit. Donc voilà, au gré de mes recherches et de mes navigations sur ce réseau social-là, eh bien, je prends contact avec, des sportifs de haut niveau et des gens qui font le sport. On a un axe aussi pour, justement aider
à faire connaître le podcast de manière à ce que ça aide les sportives et les sportifs, c'est de donner la parole aussi à celles et ceux qui font le sport, donc des coachs, des préparateurs mentaux, des kinés, ce genre de choses, enfin ce genre de personnes plutôt, parce que c'est pas des choses. Et puis aussi, on veut ouvrir la possibilité aux sportifs entrepreneurs ou aux entrepreneurs sportifs de s'exprimer. Et donc voilà, c'est des gens que je trouve que je source sur LinkedIn, et puis dans le cadre de ma veille régulière, notamment sur l'actualité sportive. Euh, et là aussi, tu vois, je trouve qu'il y a une différence entre parfois les sports, mais aussi et surtout le côté anglo-saxon et le côté français. Euh, je trouve que les sportifs anglo-saxons sont beaucoup plus accessibles que le top élite des sportifs français. Très souvent, nos chouchous français sont bien chouchoutés, bien encadrés par des avocats, par des gestionnaires d'images, etc. Et quand une podcasteuse ou un podcasteur vient leur proposer de leur tendre le micro, bah, la bagarre, elle se fait souvent entre, bon, il y a l'équipe qui propose 30 secondes et le podcast machin qui propose une interview longue. Ouais, bah, quel sera l'impact? Moi, je suis persuadé, mais parce que je suis podcasteur, que l'impact sera meilleur auprès de ceux qui écoutent du podcast. Après, il y en a qui préfèrent choisir des médias à grosse audience parce qu'ils se disent, bah, on va avoir des millions de vues et puis ça marchera mieux. J'en suis pas certain. Oui, il y aura une présence médiatique, oui, il y aura une apparition média, mais est-ce que le message de l'invité qui aura pris 2 heures pour échanger avec un journaliste et qui sera tronqué à 30 secondes aura le même impact que l'invité qui va pouvoir s'exprimer, revenir sur son parcours, sur son expérience, sur sa carrière, sur comment il a construit sa carrière, sur comment il envisage de la construire encore, quels sont ses prochains milestones, et puis tout un tas d'autres informations qu'on peut glaner en 1 heure et demie, 2 heures d'échange. Ouais, mon cœur balance. Ok. Moi, je fais juste une parenthèse là-dessus. Je trouve ça intéressant. Est-ce que toi, c'est justement une des raisons qui t'a amené au podcasting, comment dire, cet aspect libre, le fait que tu fais ce que tu veux et que tu seras pas censuré? Carrément, carrément. Mais aussi bien pour moi que pour les invités, en fait. Moi, à la limite, heu, je la censure, si tu veux, heu, les invités peuvent me dire: «Bah, finalement, on a abordé ce sujet-là, je veux pas». OK, Mmh. donc ils s'autocensurent. Mais c'est surtout pour mes invités, ouais. Je veux qu'ils se sentent libres de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et d'ailleurs, si tu écoutes mes podcasts, bah, j'ai parfois des invités qui sont bien dans les clous, qui parlent bien, qui font pas de sortie de route, qui ont l'habitude ou qui ont travaillé, l'échange qu'on pourrait avoir. Sachant qu'avec moi, c'est très difficile parce que moi, c'est, c'est c'est sans filet, il y a pas de questions, il y a pas de script, il y a rien. C'est: «Salut, tu es prêt? On va discuter». OK. À la différence de certaines interviews journalistiques où c'est très scripté, tu reçois les questions à l'avance, tu sais exactement quel sujet tu vas aborder, tu sors pas des clous, etc. Donc il y a des invités qui sont comme ça, qui sont très carrés, très cadrés, et puis il y en a d'autres où c'est complètement freestyle. Enfin, il y a des invités qui se lâchent au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, qui sont parfois un peu vulgaires, parfois très emportés, etc. Mais c'est ça aussi la beauté du podcast, et c'est là qu'on est justement dans le naturel, dans l'humain, et pas dans quelque chose qui est très normé, très scripté, très cadré. J'en peux plus de ces contenus-là, en fait. Ouais, je suis d'accord. Justement, est-ce qu'il y a des interviews qui t'ont particulièrement marqué, des invités que tu as reçus ou voilà, qui t'ont vraiment laissé un souvenir mémorable? Ouais, c'est difficile, forcément j'ai fait, peut-être plus de 500 interviews, donc c'est difficile d'en choisir une plutôt qu'une autre, plus que pour le contenu, c'est plutôt pour la fraîcheur de l'interview. Pour le podcaston, j'avais interviewé sur le podcast Devenir triathlète Géraud Payot de Montabert, qui est un sportif atteint de sclérose en plaques, ancien, grand dirigeant d'une grande boîte industrielle, en France, qui a découvert sa maladie et puis qui s'est, reconverti à cause de sa maladie dans le sport, et plutôt dans le sport d'ultra-endurance, bien qu'il n'ait plus l'usage de ses jambes. Et ça, c'était vraiment un échange très, très fort, humainement parlant, et pas que sportivement parlant. Et puis bon, la cause derrière, voilà, c'était un épisode spécial pour le podcast, donc ça me tenait à cœur de le faire et de mettre en avant son association et tout ce qu'il fait pour les malades et pour les gens atteints, entre autres, de sclérose en plaques. Voilà, après, oui, c'est toujours impressionnant d'échanger avec des champions du monde. Sur le podcast Devenir triathlète, on a tendu le micro à Frédéric Van Liert, qui est champion du monde sur distance Ironman en 2013, qui a gagné plusieurs fois l'Ironman de Nice, qui a été au top du top. On l'a interviewé sur sa fin de sa carrière, en pleine reconversion. Il nous a invités à une épreuve qu'il organisait lui et qu'il organise toujours et qui a pris beaucoup d'essor. Enfin, voilà, tout ça, c'est très impressionnant, mais en même temps, c'est que du plaisir d'échanger avec des gens comme ça. Et puis, voilà,
C'est surtout ce genre de choses qui me marquent. Après, oui, tu es toujours aussi un peu marqué par des interviews plus difficiles, parce qu'il n'y a pas que des bons côtés. Il y a des gens avec qui c'est parfois difficile de rentrer dans l'interview. Des gens qui te répondent du tac au tac, des réponses qui durent 12 secondes. C'est difficile. Alors tu me diras que moi j'aime bien parler. Oui, là je suis de l'autre côté du micro, donc j'aime bien parler, même si je parle vite. Mais quelqu'un qui a du mal à répondre de façon plus étendue, plus élaborée à tes questions, c'est difficile. Déjà, interviewer quelqu'un, moi, ça me demande beaucoup d'énergie. J'essaie d'être toujours dans une écoute active. Donc, clairement, après 1 heure et demie d'interview, je ressors lessivé comme après une séance de 2 heures au seuil en course à pied. Ça, c'est pour les connaisseurs. Mais en plus, quand il faut systématiquement relancer, poser des questions, penser à ce que la personne est en train de te dire et te dire, ah, OK, là, je vais rebondir là-dessus. Et puis, à un moment, laisser un blanc parce que tu cherches, c'est difficile. OK. Quand est-ce que toi, tu te sens bon justement dans cet exercice-là? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que tu ressors d'une interview et tu te dis: OK, le travail a été bien fait»? Euh, J'ai un gros syndrome de l'imposteur, donc je me sens jamais bon. Après, il y a une chose qui me plaît énormément, je set up mes rendez-vous avec un outil qui s'appelle Calendly et qui permet, aussi de mettre en place, des questions après, l'enregistrement. Et souvent, à chaque fois que je termine un enregistrement, mes invités, quelques heures ou quelques jours après, reçoivent un mail qui leur dit: «Tiens, c'était cool, on a pu échanger. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview?» Et j'ai mis, 2-3 questions type. Et là où je sais que c'était un bon moment, que ça m'a fait plaisir et que ça a bien marché, c'est quand les invités me répondent et me disent, pourquoi est-ce qu'ils ont bien aimé, pourquoi est-ce qu'ils ont apprécié. Puis après la deuxième étape, c'est quand on a fini le montage, qu'on est prêt à diffuser et qu'on échange à nouveau avec l'invité pour le ou la prévenir que l'épisode va sortir et qu'on voit que ça répond, ça relance, ça repartage. Là, je me dis que ouais, avec elle ou lui, the job is done. OK. Si tu fais une espèce d'autocritique, c'est quoi selon toi tes forces et tes faiblesses dans le podcast? Euh, bah, Moi, je trouve que c'est une force, ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire de proposer des interviews qui sont pas scriptées, qui sont pas préparées. C'est épuisant, tant physiquement que moralement, mais je trouve que c'est une force de pouvoir, d'avoir un open mic, de dire à mes invités, voilà, ça va être très simple. Je te pose d'abord des questions sur toi, on revient sur ton parcours, et puis après, au fur et à mesure de ce que tu racontes, je tire sur les fils de la pelote de laine et on va voir où ça va nous emmener. Et puis à la fin, tu verras, il y a une question signature, c'est toujours la même sur l'un ou l'autre des podcasts. Et ça veut dire qu'on arrive doucement vers la fin. Si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Voilà. Ça, je pense que c'est une force de pouvoir être à même de réagir, de répondre et de relancer un débat. L'autre force, c'est aussi parfois d'être capable de recentrer le débat avec des invités qui digressent ou qui partent et qui ne sont pas exactement dans la réponse à la question, pas la réponse à laquelle tu t'attends, mais plutôt la réponse à la question. Je trouve que c'est aussi une force. Et puis l'autre force, et en tout cas ça c'est ce que c'est ce que je m'efforce de faire pour faire plaisir à mon audience, c'est de ne pas me renseigner sur mes invités. Alors je te l'ai dit, je source mes invités au gré de mes navigations sur les réseaux sociaux et de la veille que je fais, mais au moment d'appuyer sur enregistrer, je fais un reset total et je sais pas qui est la personne en face de moi. Pourquoi? Parce que mes auditeurs, mes auditrices ne savent pas forcément qui c'est, et donc je veux qu'on apprenne à découvrir l'invité pour que celles et ceux qui l'écoutent sachent avec qui on parle. Et pas avec qui je parle, mais avec qui on parle. Je veux qu'ils parlent avec moi. C'est très, c'est peut-être un peu aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, mais voilà, je veux que les auditeurs et les auditrices et moi, on parle à notre invité et qu'ils en sachent plus, et puis surtout qu'ils aient envie d'aller le découvrir, le soutenir, ou alors sur le podcast Devient Triathlète, qu'il les inspire et que ça leur donne envie de pratiquer le triathlon. OK, ouais, Ça, c'est sur les forces. c'est intéressant comme approche. Sur les faiblesses, là, je vais plutôt te rapporter des choses qu'on m'a remontées, et en particulier Olivier, au moment où on co-animait le podcast. J'ai parfois tendance à trop parler de moi, à trop ramener à des expériences que moi j'ai vécues. J'hésite beaucoup, je cherche beaucoup mes mots. Il y a beaucoup de beaucoup de parfois des blancs, des hésitations, comme je suis en train de le faire là en ce moment. Donc voilà, dans les faiblesses. Et puis j'ai un gros pain, j'ai une énorme faiblesse,
c'est la communication. Je ne sais pas communiquer sur mes podcasts une fois qu'ils sont enregistrés, montés, diffusés. J'ai beaucoup de mal à faire ça. C'est vraiment une difficulté pour moi. Je suis presque plus rapide à enregistrer et à monter un podcast qu'après à créer du contenu autour de celui-ci et à communiquer. OK. C'est par manque d'envie, par manque de temps ou c'est? C'est non, c'est pas par manque d'envie ni manque de temps, c'est je me sens pas légitime, j'ai du mal, j'ai pas les codes, franchement, je sais pas comment on communique sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur Strava, sur tous ces réseaux-là. Je consomme parfois un peu de contenu et j'essaye de pas trop me disperser. En revanche, je sais pas faire des belles histoires, des beaux posts qui vont inciter les gens, à se sentir, happé par le contenu et à aller l'écouter. Je pense que je sais, intéresser les gens une fois que j'appuie sur le bouton enregistrer, mais à l'écrit, c'est plus difficile. Ah c'est OK, c'est drôle. Tu as pensé à le déléguer? Ouais, beh, après on est sur le même problème que les sportifs, il faut des moyens. Eh oui, forcément. Pour ce qui est du podcast, du coup, dans les vestiaires, j'aimerais savoir, toi, jusqu'où est-ce que tu aimerais étendre, son impact? Donc autant, ouais, au niveau du podcast que, dans le fait d'aider les athlètes, au travers de ce projet-là. Bah, sur l'aide aux athlètes, je l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, on voudrait, avoir, suffisamment d'impact pour pouvoir, lever suffisamment de fonds pour accompagner, allez, dans un premier temps, une cinquantaine d'athlètes, à la prochaine olympiade. Hem et heu et puis après, en termes, d'audience, j'aimerais, avoir des audiences, pharaoniques, un peu comme un Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself. Mais après, bon, c'est un podcast un peu moins généraliste, quand même beaucoup plus niche. C'est le sport et encore, c'est le financement des carrières de sportives et sportifs de haut niveau. Donc ça va être difficile de faire 1 million d'écoutes par mois. Mais voilà, quand on voit tous les pratiquants et les pratiquantes de sport en France, tous les licenciés, dans des fédérations, je pense qu'il y a de quoi faire. Et puis, pour l'instant, c'est un podcast qui est en français, donc le monde de la francophonie est large, hein. Il n'y a pas que la France, il y a la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, l'Afrique, certains pays francophones ailleurs dans le monde. Donc, il y a de quoi faire. Et puis voilà, on parle aussi un peu anglais, je suis franco-italien, donc pourquoi pas aussi, s'autoriser parfois des épisodes en langue étrangère. Par contre, pour avoir doublé un épisode de Nico du LTP, qu'il avait enregistré en anglais et moi l'avoir doublé en français, je me rends compte de la charge de travail énorme que ça demande et si je proposais ce type d'épisode, je pense pas qu'il serait doublé. Ce serait en version originale. Pour ceux qui veulent écouter de l'anglais, bah, ils écoutent en anglais. Pour ceux qui veulent écouter en italien, ils écoutent des épisodes en italien. Mais par contre, je m'amuserais pas à faire du doublage. OK. J'allais te demander justement si tu avais d'autres, projets en vue. Donc peut-être celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres? Ah bah, il y en a d'autres, oui, pour pouvoir accompagner les athlètes, il faut lever des fonds. Pour lever des fonds, il faut être visible. Pour être visible, eh bah, il faut, créer des meet-up, des conférences, communiquer et je l'ai dit, c'est un pain pour moi donc on travaille dessus avec mon associé. Et puis, heu, c'est déjà pas mal, hein, à terme, oui, j'aimerais bien organiser des événements sportifs plutôt orientés course à pied, voire triathlon parce que c'est quand même, de là où je viens, et ça permettrait éventuellement de faire, connaître le podcast ou le média dans les vestiaires, à voir. OK. Avant de passer aux 3 questions de la fin, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et que tu aimerais aborder ou un message que tu aimerais faire passer? Bon, je pense qu'on a fait un beau tour, hein, le message principal, c'est, aider nos sportives et nos sportifs, que ce soit en contribuant financièrement à leur collecte ou à leurs besoins, en les mettant en relation avec, des partenaires potentiels, des sponsors potentiels, en les aidant aussi à acquérir, des compétences, qu'ils n'ont pas. Parce que, voilà, si vous êtes un spécialiste de la communication, vous n'êtes pas obligé d'être, sportive ou sportif ou d'avoir, des liens avec des partenaires ou des sponsors potentiels. Mais par contre, vous pouvez, peut-être sous-traiter pendant quelques jours, semaines, mois, la communication d'un sportif. Voilà, je pense que c'est un message suffisamment impactant et adressé directement à tes auditeurs. OK, bah, je te remercie. Pour conclure cette interview, j'ai donc, 3 questions rapides à te poser. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Ouais, et ben justement, c'est le livre qui a été un peu le déclencheur de la construction de mon défi. C'est L'Ultramarathon m'a sauvé de Rich Roll. Euh,
Voilà. Je ne sais pas si tu veux que je rentre dans le détail de pourquoi, comment, mais Si, tu peux. c'est le livre. Ouais. Bah, ce qui m'a marqué avec cette histoire, en fait, c'est que Rich Roll était un avocat à la petite semaine, on va dire, bien qu'il ait été diplômé d'une grande université américaine. Mais en fait, il en est arrivé là parce que quand il était gamin, il a découvert la natation, il était obsédé par la natation, il était extrêmement bon en natation. Et quand il a commencé à faire le tour des universités et à intégrer, c'est là qu'il a découvert le monde de la fête. Et qui s'est un peu laissé aller. Et c'est comme ça qu'il est devenu alcoolique, voire même peut-être un peu plus. C'est pas clairement dit dans le livre, mais on imagine qu'il y avait autre chose que de l'alcool. Et qui a fait qu'il a presque foutu en l'air sa première vie d'étudiant et de professionnel. Et puis un jour, il a eu une révélation quand il s'est rendu compte qu'il mangeait mal, il s'entraînait pas, il fumait, il avait des comportements complètement destructeurs. Et il a redécouvert le sport. Et cette redécouverte du sport l'a amené déjà à être un sportif d'ultra-endurance, ultra performant, et puis à se créer son propre défi avec un ami. Ils sont revenus sur les terres originelles de l'Ironman d'Hawaï, et ils se sont programmés 5 Ironman sur 5 jours. Finalement, ça s'est fait sur 6 jours, mais soit. Et voilà, c'est un petit peu ce qui moi, m'a mis le pied à l'étrier pour créer mon défi. Non pas que j'avais forcément des conduites destructrices, mais parce que cette révélation en fait, la compétition, je crois que c'est pas forcément ce vers quoi je veux tendre. En revanche, me créer mon propre défi pour savoir où est-ce que j'en suis, pour savoir si je vais réussir à aller au bout de ça, pour faire un truc hors norme, c'est ce livre-là qui m'a révélé. Ok. Deuxième question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Le souvenir que papa, il a fait un truc de dingue, et puis si lui, il y est arrivé, nous, ses enfants, on peut le faire, et plus globalement, si lui, il y est arrivé, n'importe qui peut le faire. C'était très perso comme message, hein. Ah, c'est un beau message. Et troisième question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Une petite anecdote de sport, je l'avais pas préparée celle-là. Non, c'est plutôt quelque chose qui m'a marqué pendant mon défi. J'arrivais, à la commune de Léchère, et qui est à une trentaine de kilomètres de Lyon, et j'ai pu rencontrer, Mathéo, qui est un enfant atteint d'une maladie rare, qui a, 8 ans, je crois, et qui est en fauteuil roulant, et qui malheureusement a pas une espérance de vie très longue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché, même si dans le cadre de mon défi, je levais des fonds pour une cause qui était, la cause qui est Imagine for Margot, qui lutte contre le cancer des enfants. Donc là, je rencontrais pas un enfant atteint de cancer, mais plutôt atteint d'une maladie rare, et qui était voué à une fin proche et presque horrible. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a marqué. Ok, je te remercie pour le partage. Et pour terminer, quels sont les liens que tu aimerais partager à nos auditeurs pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Tout simple, vestiaire au pluriel.org, c'est le site du podcast Dans les vestiaires. Et puis là, vous retrouverez les liens vers les réseaux sociaux, et même comment me contacter et comment contacter Grégory, mon associé dans le podcast et dans le boulot. Ça marche. Et sur ce, je te remercie pour cette interview et je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup, Elodie. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.